Bienvenue sur notre plateau Expression, Express Yourself. Et on invite les gens qui ont quelque chose à dire, des gens qui veulent s'exprimer. C'est logique, non? Et aujourd'hui, nous avons quelqu'un sur ce plateau. Quelqu'un, vous verrez, et j'aurai la peine à le freiner. Trouvez le bouton pour dire arrête, arrête. Bonjour Émile, ça va? Salut Johannes. On se connaît depuis des années. Hein? Ah oui, c'est vrai, c'est un plaisir de te voir chaque fois. Ouais. On a vécu beaucoup de choses ensemble, en Afrique même. Ouais, je suis toujours étonné de toi que tu es si pratique. Tu sais réparer une voiture, tu sais souder, tu as des loupiottes, tu sais réparer des lunettes et en même temps tu es dans la recherche. Tu as des microscopes, tu connais des bactéries, la recherche du palu, c'est pas inconnu pour toi. Tu es si omnipratique, pourquoi? Depuis mon enfance, c'est une sorte de passion que j'ai pour découvrir la nature. Quand j'étais jeune, j'ai fait un concours à 15 ans sur la faune et la flore d'un étang. J'avais eu un premier prix. Ouais. Le directeur du collège d'Aigle m'avait prêté un microscope. J'étais absolument passionné. Puis mes deux grands-pères, voilà, ils étaient horlogers. Donc mon papa était un grand précurseur en ce qui concerne l'énergie. Il avait créé un chauffage avec des sarments de vigne. Il a fait des copeaux? Il faisait des pellets avec un hachoir à paille qui était mu par une petite turbine à eau. Hein, donc on dépensait absolument zéro électricité. Et on s'est chauffé pendant plus de 20 ans avec les sarments de vigne. On allait chercher des sarments. À l'époque, déjà, vous étiez dans le trend. Précurseur. Donc bon, voilà, j'étais quand même à bonne école. Et puis, j'ai toujours été passionné de découvrir en fait la nature d'une manière générale. Et ça m'a vraiment poussé, une sorte de curiosité insatiable. Tu vois, je connais des gens qui sont dans les bouquins intelligents, la matière grise à revendre, et des gens hyper pratiques. Et toi, tu mélanges les deux, tu sais, installer des panneaux solaires, tu connais les batteries, la recherche, et maintenant, ces jours, pourquoi on t'a invité sur ce plateau? Tu as une intelligence pratique. Comment ça se vient que tu as une intelligence appliquée? C'est vrai que j'ai toujours aimé la technique, j'ai toujours aimé bricoler. Quand j'étais jeune, je faisais pas mal d'électronique à côté, je fabriquais des petits émetteurs FM, des choses comme ça. Ah ouais? Et puis, j'ai hésité entre faire l'électronique et la technique et la biologie. J'étais aussi passionné de biologie, mais je me suis dit, si je me lance dans l'électronique, jamais je ferai de la biologie. Donc j'ai fait la biologie, mais j'ai pu inventer, par exemple, les premières machines PCR, avant qu'elles existent sur le marché, j'en ai construites. Et j'étais parmi les précurseurs dans ce domaine-là. Même les ordinateurs, avant l'Apple était lancé, tu as travaillé avec des Smaky. Donc c'était inventé en Suisse. Et après, il y a Apple qui est venu après les Smaky suisses. Tu connais tout, toi? C'est-à-dire que je faisais partie du club du professeur Nikou, qui avait créé d'abord les Dauphins. C'était des petits programmateurs. J'en avais un Djibo, où je programmais en langage machine. Et puis ensuite, j'ai eu le VIC-20, le Commodore 64, comme tout le monde. J'ai programmé en basique. Ouais. Et puis, c'est vrai que j'étais passionné. Et puis, le Smaky est venu avec Daniel Roux, Rocha et compagnie. Je dois t'interrompre. Tu es venu pour parler pas seulement de l'intelligence appliquée. Ces jours, on parle beaucoup de l'intelligence artificielle, IA ou Artificial Intelligence, les Américains partout. Ces jours, dans les journaux partout, un certain Sam Altman a fait tous les gouvernements de l'Europe et du monde pour vendre sa sauce. Il y a un sujet, il s'agit de quoi? Bon, ça existe depuis longtemps, depuis les années 1943. L'intelligence artificielle? Oui, les premiers qui ont eu l'idée de créer des réseaux neuronaux. Seulement, à l'époque, on n'avait pas les ordinateurs et on n'avait surtout pas les données. Et même dans les années 80, moi, j'avais suivi un cours à l'EPFL avec Nadine Talman à Lausanne. Ouais. On avait peu de données, peu de moyens, disons, techniques. Hein. Et c'est vrai que maintenant, à cause d'Internet et de la profusion des données, et surtout de la rapidité des processeurs, on a pu mettre en œuvre ce qu'on appelle des réseaux neuronaux qui travaillent par couches, hein, et qui permettent de concaténer, si tu veux, toutes ces données et de ressortir des données nouvelles par des algorithmes qui ont été, entre autres, mis au point par... Mais c'est tous dans les machines. C'est une intelligence métallique. C'est dans les containers d'ordinateurs. Il n'y a pas une vraie intelligence. Il n'y a pas du sang qui coule et la matière grise. Tout est quelque part
dans les machines. L'intelligence, elle vient des hommes, effectivement, et ces réseaux, ils vont puiser leurs informations sur Internet, par exemple ChatGPT, bien sûr, c'est tout ce qui a été écrit par des hommes. Donc l'intelligence, elle se base sur tout ce qui a été conçu par des cerveaux humains. Elle n'est pas intelligente en elle-même. Quoique, bon, avec ChatGPT 4, il commence à se poser des questions, il se demande comment certains résultats assez pertinents. Ok, alors là, tu parles déjà un produit. Dites-moi, cette intelligence artificielle, finalement, dans les machines, c'est des machines qui vont se nourrir quelque part. Ils vont chercher comme un aspirateur l'information et les logiciels vont apprendre comment ils vont combiner. Donne-nous un exemple, là, cette belle photo-là. Ah ben oui, voilà. Ici, tu as une photo, par exemple, qui a été faite pour un magazine photographique, qui est entièrement fabriqué par Midjourney. C'est un logiciel d'intelligence artificielle. Donc ce monsieur, il n'existe pas? Non, absolument pas. Ils ont simplement il n'a pas de prénom ni nom de famille. Tapé des lignes de code, ce qu'on appelle des prompts, où ils ont dit j'aimerais avoir un marin la nuit avec une casquette, etc. près d'un bateau. Vous voyez distinguer un bateau à l'arrière-plan. Voilà, ils ont fait quelques essais jusqu'à ce qu'ils arrivent à cette photo-là. Mais le programme, l'algorithme a réussi à créer de A jusqu'à Z cette image et la personne n'existe pas. Le regard. Oui, c'est beau. Alors c'est clair que c'est pas tout à fait au point, par exemple, surtout concernant les mains, il y a parfois un doigt de trop ou des choses comme ça, mais ça marche bien. Rémi, maintenant on a créé l'ordinateur ou son logiciel, il y aura plusieurs, il y aura une concurrence entre Bard et ChatGPT et tout ça, il y a d'autres qui vont venir. Maintenant, si on fait animation, on pourrait créer un personnage réel qui dans le film, qui va me saluer, qui va dire « Bonjour Johannes, what's going on ?» Il peut parler combien de langues? Absolument. Lui, il peut parler combien de langues? ChatGPT parle pratiquement toutes les langues du monde, y compris les patois. Il a intégré tout ce qu'il a trouvé sur Internet sur ce sujet-là. Et en plus, il fait très peu de fautes d'orthographe et il s'exprime bien. Donc, ce personnage que l'ordinateur a créé, l'intelligence artificielle, il pourrait prendre ce personnage dans tous les âges. 20 ans, 50 ans, ils peuvent se marier, il est habillé, il est tout nu, il peut parler toutes les langues, il peut avoir tous les grandeurs, il peut avoir un super cerveau. C'est quand même génial, non? C'est ça tu aimes ça? Il pourra bientôt te remplacer parce qu'il y a déjà des présentateurs virtuels qui existent sur les chaînes TV, tu as vu. Même ici en Suisse, pour la météo, il y a, si tu regardes le Géopolitis, là, ils en parlaient l'autre jour, l'émission. Donc c'est possible d'animer les personnes, même probablement avec des logiciels qui vont évoluer dans les années prochaines. On pourra créer des films artificiels. Tu diras ce que tu veux comme scénario et il va le faire. Là, cette semaine, dans le journal La Micro, ils ont toujours le lundi avec leur journal, là, ils vendent toutes sortes de trucs, un soda créé par l'intelligence artificielle. Ah bon, j'ai pas lu l'article. Donc on peut dire, on a besoin d'un goût pour les gens de 60 ans, un goût pour les gens, des jeunes de 20 ans, on crée le goût selon une certaine groupe et l'intelligence va définir qu'est-ce que ces gens, ils veulent. Alors, c'est clair que en connaissant toutes les molécules qui existent, par exemple, là, concernant le goût au niveau alimentaire, si tu intègres tout ça dans une intelligence artificielle qui est spécifique, qui est affinée pour ce genre de calcul, tu peux imaginer contrôler les proportions, par exemple, de certains pour les aliments, pour s'adapter au goût de différents pays, de différentes personnes. C'est clair, ça peut aider beaucoup, beaucoup, parce qu'il y a une connaissance globale de tous les ingrédients chimiques alimentaires. Coca-Cola, finalement. Pratiquement, ouais. Tu peux arriver à créer toutes sortes de gammes de goûts, un petit peu comme un nez qui va développer des parfums, mais là, tu le fais avec l'intelligence artificielle, avec beaucoup d'efficacité. C'est clair, ça fait partie des milliers, voire des centaines de milliers d'applications possibles de l'intelligence artificielle. Mais il y a pas mal de gens, même des chrétiens, qui disaient des grandes Alléluia, qui donnent dans cette ChatGPT des questions, la sagesse de l'homme, la sagesse divine, et ils ont après leur prédication, tout est préparé, et quand tu vois les résultats, mais c'est intelligent, ça tient le coup. Donc il y a des gens qui disent génial, et il y a d'autres qui disent attention, on a devant quelque chose
si dans l'avenir on arrive à maîtriser ou pas. Il faut avoir quoi? Alors, tous les gens qui parlent d'intelligence artificielle aujourd'hui sont ambivalents. Ils se posent des questions. C'est vrai, moi je suis passionné, j'ai pris l'abonnement GPT. Tout ce que j'ai reçu par email de ta part, à écouter, à lire, il me faudrait 2-3 jours. Mais tu es un passionné, hein? Oui, c'est-à-dire que c'est intéressant. Je me suis abonné à ChatGPT 4 pour voir un petit peu vraiment les capacités, pour un temps en tout cas, parce que je me pose beaucoup de questions sur les origines de la vie, sur différents problèmes techniques. Donc, tout ça, tu peux l'écrire et il va te répondre. Et surtout, ça gagne du temps pour les références. Parce que j'aime toujours revenir aux références d'origine. Hein. Il faut toujours vérifier. Parce que ces intelligences artificielles peuvent avoir ce qu'on appelle des hallucinations. C'est-à-dire, en tout cas, ChatGPT 3, 3.5... Ils inventent les sources. Ils inventent des sources ou bien... Johannes a dit et finalement, il n'a jamais rien dit. Il te raconte des histoires. Einstein a dit et finalement, on ne sait même pas sa citation. Il faut toujours vérifier. Et je pense que l'intelligence artificielle, elle peut être utile d'une manière extraordinaire, mais il faut toujours des gens compétents derrière, des humains compétents. C'est un outil de travail. Si tu l'utilises, tu connais rien. Puis Quel domaine est important pour toi? Alors, comment l'intelligence artificielle peut contribuer à lutter contre un changement climatique? Oui, ça, je pense qu'elle peut nous aider parce qu'elle aura, en fait, tous les paramètres climatologiques du monde entier, y compris les températures des océans, du Gulf Stream et tout ce qui se passe. Donc, si on arrive à intégrer tous ces paramètres dans une intelligence artificielle qui sera dédiée au climat, elle peut nous donner des conseils, ça c'est sûr, et gagner beaucoup de temps. Mais tout ça c'est magnifique, mais imagine maintenant, comme on a la reconnaissance faciale, et ces systèmes, ils connaissent au moins 2-3 milliards d'humains sur Terre, dont on a 8 milliards, donc au moins déjà 1-2 milliards sont dans les ordinateurs, ils vont dire à un moment ou à l'autre sur mon téléphone, Johannes, coupe le moteur au feu, Johannes, tu chauffes beaucoup, ton appartement c'est trop chaud, ou l'été, ils vont dire, comment ça se fait que tu utilises la climate? Ça, c'est contre le logiciel, contre l'intelligence qui détecte que ta climate, c'est pas aujourd'hui. Donc, à un moment ou à l'autre, on applique qu'est-ce qu'il a, il a trouvé. Ça fait partie des risques. Enfin, donc ça, c'est tout un sujet. Il y a beaucoup de risques, effectivement. Peut-être même qu'il ne te dira rien. Elle va simplement baisser elle-même. Tout seul, il va intervenir. Bien sûr, puisque on sera connecté. Ou bien il va ralentir ta voiture si tu roules trop vite. Ça, c'est des choses qui pourraient arriver dans l'avenir. Ça, tu es bien, Rémi. Pourquoi pas? Mais il y a des avantages extraordinaires, comme par exemple, au niveau de la médecine, on pourra peut-être en parler tout à l'heure. Là, il y a vraiment des avantages certains. Par exemple, pour l'analyse des images radiographiques, j'ai installé un vrai scanner en Afrique et j'avais démonté à l'hôpital des Cadoles, remonté là-bas à Ouagadougou. Les images, c'est compliqué. Tout ça, parce qu'une fois il était même inondé, vous avez remis en route. C'est ça, c'est toute une autre histoire. L'intelligence appliquée chez toi. Mais j'ai l'expérience, si tu veux, j'ai installé 14 radiologies, j'ai redémonté, réinstallé là-bas. J'ai vu les images du scanner, la complexité, et puis surtout l'évolution qui se fait actuellement. Et le fait de pouvoir les traiter par l'intelligence artificielle, on arrive à faire ce qu'on appelle des jumeaux virtuels, par exemple d'organes comme le cœur ou d'autres choses qui ont été scannés, et puis détecter des cancers ou des petites choses. Il regarde sur l'autre la copie, quelque part, le client, où il y a son problème, parce qu'il sait que j'ai ici une image parfaite. Pour arriver le client à ça, il faudrait faire, monsieur le chirurgien, médecin, regardez, qu'est-ce qu'il faut intervenir. Le robot, il intervient. Alors oui, Da Vinci, donc c'est déjà un robot qui est au CHUV, qui permet d'intervenir, qui est certainement piloté aussi partiellement par des logiciels intelligents, avec un chirurgien, bien sûr, et ça marche très bien. Ce qui est extraordinaire, c'est par exemple pour la détection des cancers, on travaille sur des coupes qu'on appelle histologiques, des coupes qui ont été collectionnées depuis 30-40 ans, qui sont stockées. On peut maintenant les analyser les images et voir les cellules qui sont anormales et essayer de tirer des algorithmes aussi pour dire ce cancer-là peut évoluer de telle façon, d'une manière dangereuse, ou ce cancer-là, il sera peut-être plus sensible à tel produit de chimiothérapie, etc. Tu travailles à ISREC. C'est quoi ISREC? Institut Suisse de Recherche Expérimentale sur le cancer. J'ai travaillé presque une vingtaine d'années là-bas. Et pendant des années, tu as fait des propres recherches sur le paludisme. Maintenant, sur ce domaine-là, tu dis « Alléluia, enfin, on a intelligence artificielle. Rémi, il part à 120 à l'heure. » Tu dis « Waouh !» C'est passionnant. Je dis « Waouh, c'est vrai. »
Mais en même temps, je réalise... alors pour la médecine pure, je dirais pour les radiologues, ça va être vraiment un outil parce qu'on ne peut pas mémoriser des milliers d'images. Il faut comparer avec intelligence. Qu'est-ce que je vois comparer Actuellement, on produit tellement de data avec Internet toujours plus, donc ça devient ingérable, absolument ingérable, même dans un domaine particulier, spécialisé. Donc là, on a vraiment besoin de l'intelligence artificielle, mais il faudra toujours des radiologues, des gens qui sont vraiment confirmés, qui connaissent la médecine pour interpréter, pour vérifier que l'interprétation soit correcte. Un jour à l'autre, avec les versions 5, 6, tout à coup, les programmes et les systèmes vont devenir plus intelligents, peut-être dans 1 ou 2 ans. Il sait qu'est-ce que je pense avec mes lettres, avec tous les clients, avec le téléphone portable qui est scanné et tout. Donc, à un moment ou à l'autre, les systèmes, il sait qu'est-ce que je pense. Alors, c'est le fameux projet un peu fou de Elon Musk. Vous avez entendu parler de Neuralink. Donc, il va implanter des électrodes dans le cerveau. Il l'a déjà fait pour des singes. On voit le singe jouer au jeu du ping-pong là, sur un ordinateur. Il a un joystick dans la main parce qu'on l'a habitué avec ça au début. Mais le joystick n'est pas branché. Il a ses sondes et il arrive à contrôler en fait complètement les raquettes du jeu par sa pensée et par les électrodes. Ces électrodes ultra fines. Il n'est pas connecté. Il n'est pas connecté. Et c'est connecté, les impulses, qu'est-ce qu'il veut faire. Je veux gauche, je veux droite. Voilà, mais il joue comme d'habitude parce qu'on l'a entraîné avec son joystick, mais il arrive à piloter le jeu uniquement par ses pensées. Et ça marche. C'est des milliers d'électrodes qui sont implantées fines comme des cheveux dans le cerveau. Et Elon Musk a tellement confiance dans ce système. Donc le chef de Tesla, c'est lui qui a... entre autres, et puis de SpaceX. Les satellites dans le truc, SpaceX et tout ça. Donc lui, il dit aussi, Alléluia, je sais après qu'est-ce que l'humanité pense. C'est un des hommes les plus influents, les plus riches du monde actuellement. Il a plus de puissance qu'un chef d'État. Qu'est-ce que tu penses de lui? Absolument. C'est qui? Lui, c'est Samuel Altman. C'est le responsable qui a créé OpenAI, donc cette société qui a pu intégrer ChatGPT 3.5 et ChatGPT 4 qu'on peut utiliser maintenant librement. Les logiciels classiques. Voilà. Et Microsoft a acheté carrément pour 10 milliards, boum, on veut une partie du gâteau. Ce qui est incroyable, c'est qu'il a mis ça en octobre l'année passée et que maintenant il y a plus de 400 millions d'utilisateurs et qu'il a passé de 0 en bourse à 30 milliards en bourse en 4-5 mois. Ça ne s'est jamais passé. Maintenant, Rémi, ces gens comme ce monsieur-là, il n'a même pas 40 ans, 38 ans. Il faut dire génial, ou tu dis, mais je ne sais pas. Lui-même, il faut avoir peur. Il a un petit peu peur de ce qu'il a créé. Il faut manger avec eux à midi. Je ne sais pas si tu as vu le film sur Netflix, derrière les écrans de fumée. C'est des gens qui ont créé tous ces algorithmes et qui ont peur maintenant eux-mêmes de leur propre création, qui regrettent en fait. Ils font leur mea culpa. Mais de toute façon, à quelque part, on ne sait pas comment arrêter ça parce qu'il y a tellement d'intérêt. Et qui? Lui? Bon, c'est peut-être trop petit pour la caméra. Oui, Yuval Noah Harari. Ouais, c'est le chef du marketing, c'est lui le vendeur mondial. Il va à Davos, partout. C'est un historien. Oui, mais c'est le vendeur du produit. Il met en garde, je dirais. Il a toujours mis en garde contre... Parce qu'il a étudié toute l'histoire humaine, il a écrit les fameux best-sellers Homo sapiens, Homo Deus et puis d'autres. Mais il décrit, si tu veux, toute l'histoire de l'humanité. Il a, d'une manière, je dirais presque cynique. Enfin, il faut une foi solide pour lire ses livres parce que c'est justement, vraiment il est bouddhiste. troublant. Il est bouddhiste. Il fait la méditation bouddhiste. Maintenant, pour dire, Rémi, toi, je sais que tu es un chrétien convaincu. Tu es allé en Afrique, pas seulement pour t'amuser. Tu voulais faire quelque chose quand même. Tu voulais apporter la bonne nouvelle en Afrique. Et tu as bien réussi ton coup, bravo. Mais avec ces motivations chrétiennes, quelque part, tu te dis, mais dis donc, on a dans quelque chose, on va où avec ça? Il n'y a pas une intelligence divine et une intelligence pratique comme toi, appliquée, et une intelligence mécanique dans les ordinateurs. Comment mélanger tout ça? Parce que Dieu tout-puissant, tout à coup, il a une photocopie sur Terre. Dieu, il est certainement fier des humains. Je pense que Dieu, il regarde en bas et il dit, mais dis donc, ces humains, ils ont quelque chose de divin. Et ces humains, mais dis donc,
ils regardent dans le cerveau que j'ai créé quelque part. Ils sont curieux, ces gaillards. Qu'est-ce qu'il dit Dieu dans tout ça? Bon, alors c'est vrai que je pense que l'intelligence humaine qu'on a développée, elle est encore extrêmement éloignée de l'intelligence extraordinaire de Dieu qui a créé toute chose à partir de rien ou à partir d'éléments, d'une information colossale qui a eu lieu au début. Ben voilà, au début était le logos, hein, d'où est tiré le mot logiciel. Hein, donc à quelque part, il y a une sémantique derrière tout ça. Répète, fais juste marcher arrière. Logos, le mot logiciel est tiré du mot logos. Hein. Non. Oui, bien sûr. Donc, à quelque part, c'est un plomb. Bon, c'est une simplification, hein, peut-être de cette parole de Jean. Mais ce qui est extraordinaire, c'est de. Au début, c'était l'information. Au début, c'était l'information. Au début, c'était le logiciel. Au début, c'était le logos qui a créé toute chose. Et plus que ça, mais je pense que cette parole créatrice de Dieu, elle agit directement sur la matière. Elle a mis son temps, bien sûr, pour arriver à la création qui est actuelle, mais elle peut aussi intervenir directement. On le voit dans les miracles, dans le Nouveau Testament, je veux dire, ressusciter Lazare, qui est mort, qui sont déjà... Jésus avait l'intelligence artificielle, il a remplacé des pièces qui manquent, et les yeux, intelligence... Ce qui est assez incroyable, c'est que maintenant, on commence à comprendre. Tu peux parler à l'intelligence artificielle, et elle va te créer une image comme ça. Tu donnes des ordres. Tu donnes des ordres. Tu dis, et la chose apparaît. On commence à comprendre, en fait. Seulement, c'est infiniment... Tu ne peux pas comparer la parole de Dieu qui, elle, crée à partir de matière ou d'éléments quantiques. Hein. Je ne sais pas comment il arrive à contrôler tout ça, mais enfin, il le fait. Hein. L'apparition de l'univers, c'est un réglage extrêmement précis et fin. Très. J'ai entendu plusieurs fois, c'est des réglages, des températures, les distances, les poids, la gravité, tout ce qui tient dans une... Moi, je suis persuadé que l'apparition de la vie, elle a aussi... bénéficier de ces mêmes réglages. On n'a encore pas trouvé. Hein. Il faudra voir d'où ça vient. Tu vas le trouver, toi. Il y a plein de gens qui en parlent maintenant. L'évolution, bien sûr, elle existe. Elle a peut-être fait quelque chose, mais c'est pas ça qui a pu créer toute la diversité du vivant. C'est l'information qu'il y avait au départ. Et même, moi, j'ai beaucoup étudié les protozoaires. C'est intéressant de voir toutes les molécules déjà précurseurs de ce qu'on trouve chez l'homme sont déjà présentes. Et Tara Océan, là, le fameux bateau, toi qui aimes les bateaux, il a fait le tour du monde et il a récolté beaucoup des échantillons partout. Des échantillons. On a découvert pratiquement 90% de ce qui était découvert était inconnu au niveau génétique. Et on découvre des choses incroyables, des messages dans le plancton. C'est là peut-être qu'il faudrait chercher cette information qu'il y avait tout au début, Rémi, préexistante. En tant que chrétien engagé, toi, tu es un grand Alléluia, Dieu est bon. On a ce langage, il n'y a pas de problème. Mais tout ce que tu vois là, ça te fait un petit peu peur. Tu te dis, mais attends, on s'approche ici de quelque chose qui est quand même, on regarde un petit peu Dieu de tout-puissant, comme il a créé. Peut-être un jour, il va tirer lui-même la prise. Il dit, alors les gars, vous êtes trop loin. Et il tire la prise, lui en haut. Cette histoire de l'intelligence artificielle, l'émergence, ça me fait penser un petit peu à la tour de Babel à l'envers. Pourquoi ? Parce qu'à la tour de Babel, il y avait toutes sortes de langues. Enfin, voilà, et les gens plutôt avaient une seule langue, s'exprimaient une seule langue, et puis ils ont été dispersés. Et là, c'est le contraire. On réunit toutes les langues du monde en une intelligence artificielle, mais le problème, c'est qu'on est en train de créer le chaos aussi, d'une autre manière. C'est-à-dire qu'on ne saura plus ce qui est vrai et faux. Le problème des deepfakes, comme il parle actuellement, c'est que certaines puissances ou certaines personnes pourront créer des fausses nouvelles, des fausses images, des faux films, même sur toi. Je ne sais pas si faux, c'est du faux réel. C'est du faux réel, ça paraît réel. Tu as vu l'histoire de Macron qui est arrêté par la police ou bien qui porte un gilet jaune. Je veux dire, c'est toutes des images. On reconnaît parfaitement Macron. Pour le moment, on peut encore différencier ce qui viendrait de Midjourney, par des petits détails, mais avec la génération suivante, on arrivera pratiquement plus. On invente les news. Donc, en Europe, on est en train d'essayer de légiférer, de trouver une solution pour faire des petites marques discrètes, pour qu'on sache que cette image-là vient de l'intelligence artificielle et non pas réelle. Parce qu'il y aura un sérieux problème pour les télévisions, justement, pour savoir ce qui est vrai et faux.
On vient d'ouvrir ce sujet. Tu es d'accord de revenir? Peut-être ici avec d'autres spécialistes. Normalement, le plateau, il est fait pour 3 personnes. Volontiers. Ouais. Tu reviendrais? Je ne suis pas un grand spécialiste de l'intelligence artificielle, mais trop humble, je m'intéresse à toutes ces choses. Tu es trop humble. Vous êtes d'accord? Il est quand même pas mal, Rémi. Hein? C'est une grosse tête. Et il est trop humble. C'est ça, comme ça, avec les gens priants. Il dit, ah, mais non, il y a des gens mieux que moi et je connais rien. Alors qu'il sait beaucoup de choses. Rémi, tu reviens alors sur ce plateau? Volontiers, mais j'aurais peut-être voulu terminer quand même avec quelques passages bibliques, mais je recherche mes la références. Bible? Ça aurait été bien parce que c'est... La Bible, mais Rémi, on a besoin encore de la Bible maintenant. C'est intéressant, avec l'âge qu'on vit. Plus que jamais. Il faut juste que je retrouve les références, mais je ne les retrouve pas malheureusement. Tu vas les dire dans la prochaine émission. Voilà, on peut peut-être... Mais j'ai une autre question. En fait, la question principale, c'était de se dire... J'ai un autre sujet, Rémi. D'accord. Tu viens avec ces versets bibliques dans la 2e émission. On va faire 3-4 émissions. Tu sais que mon histoire, c'est des gens qui étaient morts, qui sont revenus. Tu connais ce livre ici, d'ailleurs, un petit cadeau pour toi. Juste dernière réflexion. Des gens qui ont visité le au-delà, ils disent, quand j'étais là en haut, je savais tout. La connaissance, elle était illimitée. Qu'est-ce que tu penses de cette réflexion? Dans le monde spirituel, et justement, je pense que si on veut comprendre cette parole créatrice de Dieu, c'est par le Saint-Esprit. Hein. C'est pour toi. Merci. J'aime bien ces livres, c'était intéressant. J'ai été aussi intéressé par ces expériences de NDE. C'est vrai, ils le disent souvent, qu'ils ont une sorte de connaissance à 360 degrés qui rentre dans un autre monde, qui est le monde spirituel. Et la parole créatrice de Dieu, elle ne peut se comprendre que par le Saint-Esprit, que par un niveau supérieur. Et tout ce qu'on a parlé cet après-midi-là, c'est des choses limitées, parce que c'est produit par des hommes. Et par le cerveau. Par des cerveaux humains. Il y a une limitation ici. On est très loin, en fait, de ce qu'a créé Dieu. Hein. Et ces choses que Dieu a créées, où le monde spirituel ne peut que se comprendre, que par une communion profonde avec Dieu, et la parole de Dieu, on parle beaucoup. Il faut qu'il y ait un renouvellement de nos pensées. Si nos pensées ne sont pas renouvelées, nos pensées humaines ont besoin d'être renouvelées par le Saint-Esprit. Romain en parle, hein, c'est très important. Et puis, Dieu le dit, hein, dans Ésaïe, c'est ce que je recherchais, mais mes pensées ne sont pas vos pensées. Hein. Et vos pensées ne sont pas les miennes. Elles ne sont pas les miennes. On est absolument à une distance phénoménale. Et je pense que ce qu'ont vécu les gens qui témoignent là-dedans, c'est d'entrer pour un petit moment dans ce monde spirituel où on découvre des nouveaux horizons qui sont absolument stupéfiants. Alors on peut découvrir partiellement, je dirais peut-être les physiciens qui font de la physique quantique, ou les astrophysiciens qui étudient l'univers avec James Webb. Voilà, ils se posent beaucoup de questions, et puis surtout l'origine de l'univers. On arrive jusqu'au mur de Planck où on ne peut pas dépasser, où on ne peut pas comprendre, où les lois sont complètement physiques qu'on connaît sont complètement bouleversées. Donc on se pose beaucoup de questions, mais ces choses-là ne pourront être comprises que par l'Esprit de Dieu et dans cette dimension spirituelle. Si, comme ici, M. Harari, il n'est pas forcément convaincu de l'existence de Dieu, il est plutôt dans d'autres religions et dans d'autres existences. Pour toi, la connaissance du salut, qu'un Jésus est venu sur terre sauver l'humanité et qu'il y a un autre plan magnifique pour l'humanité, pour ceux qui croient en Jésus-Christ, c'est important pour toi, cette dimension? C'est le plus important, je dirais, parce que si notre espérance se limite qu'à la science humaine ou aux connaissances humaines, ben, ça se termine par la mort physique, de toute façon. Hein. Et puis voilà, on se dit, il y aura plus rien. Et même Harari, il était obligé de se lancer dans la méditation, parce qu'après sa réflexion historique, je pense que c'était tellement déprimant, à quelque part. C'est aussi comme Jacques Monod, qui avait écrit le fameux livre « Le hasard et la nécessité ». Il terminait à la fin en disant l'homme c'est enfin qu'il est seul dans l'univers, produit du hasard et de la nécessité. Et puis c'était extrêmement déprimant de rester, il est mort dans des circonstances assez tragiques, mais un prix Nobel, donc hein, quelqu'un qui c'est terrible d'en arriver là, alors qu'il y a de l'espérance, que quand on connaît le Seigneur qui nous ouvre la porte
à notre grand créateur, lui-même, quand il s'est adressé à Lazare, il a dit qu'il a crié, hein, il a parlé fort. Software. Voilà, pour qu'il y ait quelque chose qui se passe dans le monde quantique ou infini pour ressusciter temporairement Lazare. Mais lui nous parle d'une autre dimension, d'une autre vie, la vie éternelle. Et pour moi, ça c'est l'essentiel qu'on va se poser. Je veux dire, on est là, hein, c'est clair physiquement. Donc il y a eu toutes sortes de discussions. Il y a le fameux livre Dieu, la science, l'épreuve, là, qui fait couler beaucoup d'encre. Je vous avais dit, voilà. On a la peine avec Rémi de trouver le bouton stop. Mais, comme il vient de dire, Jésus elle a dit à Lazare, qui était déjà 3-4 jours dans la cave, ou frais, ou frigo, il dit à ce Lazare, sors. Et aussi pour votre situation, là où vous êtes, invitez Jésus. Et Jésus, il est devant votre frigo, votre pensée, votre esprit qui voit pas clair. Il veut venir dans votre vie et il dit, lève-toi. Résurrection, la vie est là. Et cette vie de Jésus, cette vie de résurrection va aussi rentrer dans votre vie comme cette... Vous voyez Rémi, avec son âge, je ne veux pas le dire, hein, mais il a un certain âge, cette vie en lui, cette vie de résurrection, cette power, cette puissance de Jésus-Christ veut venir dans notre vie. Et on va inviter Rémi pour d'autres émissions. Il va inviter ses copains qui sont, selon lui, qui sont encore plus intelligents que lui. Je sais pas, bon, il exagère un petit peu. Et en tout cas, c'était un plaisir que vous êtes venu sur ce plateau. Rémi, merci. Je t'en prie. J'espère que tu vas aussi, parce que maintenant on fait des podcasts, hein, on ne fait plus la télévision, hein, Rémi. Oui, la télévision c'était nous à l'époque. Maintenant on fait des podcasts. Oui, absolument. Bon, c'est vrai que c'est une manière moderne, pourvu que l'évangile soit transmis, parce que je pense que c'est l'espérance. L'information soit donnée. Absolument. Le software, le logos. OK, oui. Vous avez compris, on va inviter Rémi pour la suite. Que la paix de Dieu reste sur vous. Shalom. On vient de parler de l'intelligence artificielle et Rémi, notre invité, il a une intelligence appliquée. Et vous, on a besoin de vous. Vous avez aussi cette même intelligence pour comprendre que rien n'est gratuit. On a besoin de vous, on a besoin de vos sous, on a besoin aussi de votre soutien financier. Vous êtes assez intelligent pour comprendre qu'on ne peut pas vivre sans votre soutien. Hein? Donc, vous voyez le QR code, le numéro IBAN qui est indiqué. Merci beaucoup. Et Dieu, il voit qu'est-ce que vous faites en cachette. Hein? Il sait que vous avez donné, hein? Même si nous n'est pas au courant. Donc, l'intelligence, on a besoin partout, même de faire des dons intelligents. Réfléchissez à qui vous donnez. Vous dites, ah mais on n'a jamais rien donné à la télévision chrétienne. Mais dis donc. Donc, soyez intelligent jusqu'au bout. Hein? À la prochaine. Shalom.